Je n'oublierai jamais ce feu rouge. La voiture devant moi s'immobilise. La chaleur écrase la ville comme une main lourde. Les klaxons forment une basse continue. J'attends, je resserre mes doigts sur le volant, un geste presque réflexe, comme quand on veut retenir une tempête. Puis, je vois sa silhouette au coin du trottoir. Une jeune femme qui compte des pièces dans une tasse en plastique, un bébé blotti contre elle. Ma bouche se dessèche. Mon cœur fait un saut qui me semble irrationnel à 66 ans. Je connais cette posture, ce geste de remettre une mèche derrière l'oreille sans lever les yeux. C'est Sofia. Je regarde encore, incrédule, comme si l'œil pouvait rattraper une erreur. Elle a une veste dépareillée, la poussette à ses côtés. Elle ne me voit pas. Je pourrais klaxonner, sauter hors de la voiture, crier son nom au milieu des regards, des passants, des téléphones braqués. J'ai pensé tout ça en une fraction de seconde. Et puis j'ai roulé la vitre à moitié. J'ai éteint la radio. J'ai attendu que le feu passe ouvert avant de sortir. Parce que la première chose que j'ai voulu, c'était ne pas la faire sursauter, ne pas la rendre honteuse sous les yeux de tout le monde. J'ai voulu être son père, pas un futur spectacle. Elle a froncé les sourcils quand elle a entendu mon nom. Ce bref éclair dans ses yeux, la reconnaissance, la peur, la honte, m'a transpercé comme une lame froide. Elle a essayé de sourire, comme on essaie de réparer une vitre fêlée avec du ruban adhésif. Elle a dit « Papa ?» Sa voix était minuscule, comme si elle parlait à quelqu'un qui pouvait s'effondrer. Valentina remuait, la main sur sa joue. J'ai vu mes petites fesses dans ce bébé, et j'ai vu la vulnérabilité de ma fille. On s'est assis sur le trottoir, face au bruit, à la chaleur et aux passants. Je lui ai offert de l'eau, un sandwich que j'avais dans la boîte à gants. On a parlé à mi-voix. Elle m'a dit des phrases courtes, hachées. On m'a pris la voiture, la maison, ils disent que j'ai signé. Hector, Mariana... Elle n'a pas poussé les détails. Elle a regardé Valentina comme si la petite était un point fixe qui empêchait le monde de basculer. Quand une femme lui a tendu un billet, elle l'a pris sans lever la tête. Son regard était fuyant. J'ai senti à ce moment la colère commencer à se formuler en moi, lente mais déterminée. Pas une colère sauvage, plutôt une volonté concentrée de réparation. Je me permets une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Si cette histoire vous touche, un pouce en l'air aide à la faire connaître. Je sais que c'est peu. Mais parfois une histoire doit circuler pour trouver des oreilles et des mains. Je suis rentrée chez moi cette soirée-là avec une inquiétude qui ne m'a pas lâchée. Les flashbacks ont commencé à filer, comme ces diapositives qu'on rembobine. La maison que j'avais offerte à Sofia quand elle est tombée malade, la vieille Clio que je lui avais achetée quand elle a eu son premier travail. Ce n'était pas la charité d'un geste gratuit, c'était une tentative de lui donner des racines. Mes souvenirs cassés m'ont amené au premier panneau rouge, les messages qui avaient changé de ton, le téléphone qu'on lui confisquait sous prétexte de besoin de sécurité, les signatures qu'on lui demandait quand elle était fatiguée ou sous pression. Des détails qui, à l'époque, semblaient isolés, mais qui forment maintenant une image claire, une stratégie de contrôle. Je suis un homme assez calme. J'ai vécu des années où la prudence prime. Mais ce jour-ci, la prudence n'était pas de rester à la maison à ruminer. Je n'ai pas appelé un ami pour parler, j'ai appelé Don Roberto. Don Roberto tient un petit hôtel discret à quelques rues du centre. C'est un homme droit, simple, qui prête sa chambre aux voyageurs de passage et parfois à ceux qui ont besoin d'un abri sans question. Il m'a accueilli comme toujours, sans grand geste, juste un regard qui dit « Entre ». Quand nous avons amené Sofia et Valentina là-bas, la chambre sentait la lessive et un ventilateur qui tournait lentement, faisant un bruit de voile. Sofia a posé le bébé sur le lit, comme on pose un trésor fragile, et s'est effondrée en silence. Je lui ai lavé les mains et j'ai éliminé la poussière du visage au bord d'un mouchoir. Ces gestes simples ont eu l'effet d'un baume. Elle a fermé les yeux, a respiré, et pendant quelques minutes, seulement, on a imaginé un endroit où la peur ne commande pas. La nuit a été ponctuée de petits bruits, le moteur lointain d'une voiture, la télévision dans la pièce voisine. Entre deux respirations, Sofia m'a raconté. Elle a parlé de petites humiliations qui, accumulées, deviennent du vol. Hector s'arrangeait pour que l'argent passe d'abord sur un compte commun, puis sur des comptes dont le nom lui était inconnu. Il disait qu'il gérait, qu'il protégeait. Quand elle protestait, Mariana, la belle-mère, intervenait. Douce d'abord, puis insistante. « Tu n'y connais rien, ma chérie, laisse faire. » Et peu à peu, Sofia s'est retrouvée sans accès, sans papier, avec des signatures à poser parce que c'était pour la banque, parce que c'était pour le papier du notaire. Elle a dit des mots que je n'oublierai pas. Ils ont dit que si je ne collaborais pas, ils prendraient Valentina. C'était une menace, pas une supposition. Je n'ai pas crié. Les décisions prises dans la colère peuvent rompre des preuves, effacer des traces. J'ai appelé Thomas, l'avocat. J'ai demandé qu'il vienne, que personne ne parle aux réseaux sociaux, que personne ne détruise quoi que ce soit.
Il a répondu avec la lenteur mesurée d'un professionnel. On sécurise d'abord les personnes, ensuite on bloque les comptes. On commence par collecter les preuves. Il a recommandé un enquêteur privé, Daniel. J'ai noté chaque nom comme on note des pierres de repère sur une route dangereuse. Quand on commence à assembler une défense, on apprend vite que les preuves ont besoin d'ordre. Il ne suffit pas de raconter, il faut montrer. On a commencé par l'essentiel, le téléphone. Hector avait confisqué le sien. Il a fallu ruser pour en récupérer des traces, capture d'écran, relevé, messages envoyés à des heures et dans des tons qui montrent l'offensive psychologique. Daniel a mis la main sur quelques copies de relevés, après des heures de recherche discrète dans les coffres, les emails, les traces de transferts vers des comptes tiers. Ces transferts n'étaient pas énormes pris séparément. C'était leur récurrence et leur logique qui dessinaient le détournement. On a aussi fait venir une bénévole, Natalia, qui avait aidé Sofia à la maternité. Elle a accepté de témoigner qu'elle avait observé la détresse de la mère et la condition de l'enfant, qu'elle avait recommandé des consultations et que selon elle, Sofia avait perdu la maîtrise de ses décisions depuis que les tensions avaient commencé. Son témoignage, discret et humain, a pesé plus lourd qu'une plainte hâtive sur Facebook. Dans les jours qui ont suivi, la machine de l'autre camp s'est mise en marche. Hector est un homme charismatique. Il a des manières, sait parler, gagner la confiance d'un auditoire. Mariana a ce ton qui affaiblit la résistance. Elle apparaît comme la matriarche inquiète. Ensemble, ils ont commencé à manipuler l'opinion autour d'eux. Un message ici, une plainte informelle là. Ils ont tenté de présenter Sofia comme instable, confuse, incapable de prendre des décisions sensées. C'est une vieille stratégie, isoler la victime avant de lui retirer ce qui la protège. Ils ont essayé d'utiliser l'administration locale pour contester la garde. À ce moment, on est rentré dans une zone où chaque mot compte. Nous avons fait attention à la moindre image. Thomas insistait. Ne réagissez pas à saut sur les réseaux. Toute défense superficielle peut être retournée. C'était l'équilibre difficile entre dire la vérité et laisser la vérité se construire. En privé, j'ai senti monter une rage sourde. J'ai voulu renvoyer Hector à sa place, le confronter publiquement, révéler tout. Mais l'expérience m'a appris que l'on gagne plus à attendre que l'on ne perd en criant. Ma colère s'est donc transformée en méthode. J'ai commencé à tracer des plans comme on marque un itinéraire sur une carte, sécuriser Sofia et Valentina, collecter preuve après preuve, tendre des pièges où les mensonges se démasqueraient. Une nuit, pendant que Sofia dormait enfin, j'ai regardé des photos. La maison où elle vivait, cadeau de mes économies, avait été mise en vente en catimini. Les visites avaient été organisées à des heures où elle ne pouvait pas être là. Des documents signés apparaissaient dans des boîtes à lettres anonymes, des contrats avec des dates rapprochées. Daniel a retrouvé des transferts vers un petit réseau, un frère de Hector, Ricardo, qui servait d'intermédiaire. Ricardo avait un style brut, expéditif. Il s'occupait des aspects matériels, des ventes rapides, du retrait d'objets de valeur. Tout ça formait un faisceau. Individuellement, chaque geste pouvait être présenté comme légitime. Ensemble, ils dessinaient un plan cohérent. On a commencé à enregistrer les conversations quand Sofia était en présence de ceux qui la pressaient. Pas pour piéger sans raison, mais pour obtenir la parole exacte de ceux qui affirmaient des choses simples et menaçantes. Les enregistrements ne sont pas des juges, mais ils sont des témoins. On a aussi pris des captures des messages, des photos de la voiture qui ne répondait plus à son nom, des photocopies des courriers. Chaque détail a été indexé, daté, classé. Thomas a ouvert un dossier clair. Chronologie, pièces, témoins. Il m'a dit, si on veut convaincre un tribunal, il faut d'abord convaincre des personnes qui n'ont pas d'intérêt émotionnel. Les documents parlent quand les sentiments fatiguent. La tension s'est cristallisée une après-midi, quand un inconnu a toqué à la porte du petit hôtel. Petite frappe, démarche mesurée, regard qui scrute. Ricardo, probablement. Il n'a pas cherché à entrer. Il a laissé un message glacial, noté sur une feuille. Laissez faire si vous voulez éviter des problèmes. On sait maintenant que ce genre de menace veut peser. Ce n'était pas la première menace. C'était l'évidence d'un camp qui avait décidé d'intimider pour gagner du temps. J'ai senti la colère se faire plus nette. Mais je l'ai rangée. Un dossier soigné vaudra mieux peu des points. Sofia a commencé à se regarnir peu à peu. On l'a mise en contact avec un pédiatre qui a noté le suivi de Valentina, avec un document médical sans détails sensibles, mais indiquant que l'enfant allait bien et que la mère prenait des rendez-vous. Ce papier, anodin, a un poids légal. Il montre que la mère assume des responsabilités concrètes. Les petites choses s'additionnent. Une aide découverte à temps peut éviter que des arguments juridiques envahissent tes terres personnelles. Et puis, il y a eu la première tentative de piège médiatique. Hector a fait circuler une vidéo, courte, mal montée, où on l'envoyait Sofia dans une ruelle, l'air hagard et une voix off suggérant qu'elle venait de choisir la rue. Les commentaires ont afflué. Les acheteurs potentiels qui s'intéressaient à la maison se sont tus. La honte parfois est l'arme la plus efficace.
Sauf qu'une vidéo, ça se décompose. Les pixels ne mentent pas. On peut chercher la source, remonter la trace, comparer les images, les heures, les métadonnées. C'est ce que Daniel a fait. Il nous a dit « Les vidéos circulent comme du feu, mais elles laissent des traces numériques. » Et l'équipe a repris son travail. Plus de présence discrète, plus d'observation, plus de recueil de preuves. Nous avons commencé à préparer une rencontre qui n'était pas ce qu'elle paraissait être. L'idée venait de Thomas, proposer une médiation en public, sous la promesse d'un partage amiable et enregistré. Si Hector et sa famille voulaient jouer la transparence, qu'ils viennent et parlent. Si leur stratégie était de manipuler, ils se piégeraient eux-mêmes. L'éthique de cette démarche était fragile. Poser un leurre légal nécessite des garde-fous. Mais l'alternative, c'était de laisser la maison disparaître, de laisser les documents se multiplier sans contrôle. Nous avions besoin d'un espace où mensonge et vérité pourraient être mis face à face. Thomas a insisté. On fera ça proprement. On notifie la présence d'un tiers, on prévient le juge si nécessaire, on s'assure que tout est légal. Avant toute rencontre, il faut rassembler un dossier si lourd que les invectives deviennent vaines. Et nous y étions presque. Daniel a travaillé des nuits entières, relevés à obtenir, virements à suivre, témoins à rencontrer. Natalia a fourni le témoignage écrit que nous pouvions joindre au dossier. Don Roberto a offert un local pour la première réunion discrète. J'ai prêté ma voix là où il le fallait, sobrement, sans vriller. Je sentais qu'on avançait comme on reconstruit une maison pillée, brique par brique, plan par plan. La dernière pièce du puzzle pour ce premier cercle a été une rencontre inattendue avec un journaliste, Felipe. Il connaissait des histoires comme la nôtre, mais il ne se place pas aux côtés de la victime d'office. Il veut des faits. Il a écouté, noté, et il a dit, sobre. Si vous sortez la vérité sans préparation, vous risquez de perdre le combat médiatique. Mais si vous la présentez avec documents et témoins, le public écoute. Son offre était simple. Il ne publierait rien sans que nous soyons prêts, mais il nous aiderait à établir la chronologie objective si nous pouvions lui fournir les preuves. Le soir où la première partie du dossier s'est bouclée, j'ai pris une photo de Valentina qui dormait, le souffle régulier contre l'oreiller. La magie de ces instants est que, même quand tout semble cassé, il y a des points de lumière. J'ai pensé aux routes que nous avions parcourues, celles qui mènent à des incendies et celles qui mènent à des refuges. Ma route s'était transformée en mission. Un matin, alors que je buvais un café trop fort, Daniel est venu avec une chemise épaisse sous le bras. Il s'est assis en face de moi sans sourire, et il a posé sur la table une pile de feuilles, des impressions, des captures d'écran, un petit enregistreur. Il a dit « On a quelque chose, pas encore la victoire, mais quelque chose qui fait pencher la balance ». Il m'a raconté comment il avait suivi un transfert suspect vers le compte de Ricardo, comment il avait obtenu un enregistrement où Mariana admet clairement qu'elle a signé certains papiers pour faciliter les choses. Ces mots, hors contexte, pourraient sembler anodins, mais dans la chronologie, ils prennent une couleur différente. Daniel ne minimisait rien. Il savait que la route restait longue, mais pour la première fois depuis le feu rouge, j'ai senti une possibilité de justice. Lente, méthodique, mais possible. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis rappelé pourquoi j'avais agi quand j'ai vu ma fille compter des pièces au feu. Il ne s'agissait plus seulement de rendre à Sofia ce qu'on lui avait pris. Il s'agissait de lui rendre la dignité de ne plus être obligé de tendre la main dans la rue. J'ai pensé à la manière dont on reconstruit une vie, pas avec des grands discours, mais avec des actes répétés, des preuves empilées, des gestes constants. J'ai préparé une feuille, avec des noms en colonne, des tâches, des priorités. Appeler un témoin, vérifier une signature, bloquer un compte, préparer la médiation. Tout cela est devenu ma nouvelle route. Le soleil était déjà haut quand nous avons quitté la chambre de Don Roberto. Sofia tenait la main de Valentina. Elle m'a regardée, avec une expression que je n'avais pas souvent vue ces derniers mois. La confiance. Il y a des moments où un regard vomit stratégie. Elle m'a dit doucement « Papa, merci ». Ce mot m'a traversé. Ce n'était pas un remerciement pour l'argent ou pour un abri. C'était un remerciement pour la présence. Alors que nous descendions la rue, un souvenir de la scène du feu me revint. Ce coin de la ville, ce feu, cette intersection, allait rester des repères. Le lieu où tout a basculé et le point de départ du chemin inverse. On avait encore de batailles devant nous. Juridiquement, médiatiquement, humainement. Mais je savais aussi que nous avions commencé à écrire notre défense avec des preuves et des personnes prêtes à témoigner. Je ramassai ma veste, fis une pause et pris une décision qui allait marquer la prochaine étape. J'ai appelé Thomas pour qu'il mette au point la stratégie de médiation. J'ai demandé à Felipe d'attendre avant de publier quoi que ce soit. J'ai dit à Daniel de continuer ses recherches, discrètes mais fermes. Et j'ai regardé ma fille, qui tenait son enfant contre elle comme si, enfin, elle pouvait respirer un peu plus librement. Nous étions prêts à avancer, mais pas encore au moment de nous exposer. Le dossier sur la table n'était pas la fin, c'était une carte. Et la route, parfois, demande de marcher longtemps avant d'apparaître à la lumière. Le matin qui a suivi la réunion improvisée s'est installé comme un autre tronçon de route, clair, mais encore jonché d'embûchements. On avait une pile de documents, des témoignages, un enregistrement, et pour la première fois depuis des semaines, une carte approximative du terrain. Ce n'était pas la victoire, seulement un plan.
Thomas a insisté pour que je le suive dans chacun de ses pas. Dépôt au greffe, demande de mesures conservatoires, notification aux agences de transactions immobilières. Il parlait avec la précision d'un homme qui connaît les virages d'enjeu d'avance. On ne promet rien, disait-il, mais on mettra des freins solides. Nous sommes allés au tribunal avec la photo de Valentina et la copie des relevés qui montraient les virements répétitifs vers le compte de Ricardo. Le hall sentait le café froid et les papiers. J'ai senti ma propre bouche s'assécher à nouveau, différent de la première fois au feu. C'était la sécheresse d'un homme plus vieux qui sait que les lois prennent du temps. Thomas a déposé la requête pour obtenir une décision conservatoire, visant à empêcher la vente de la maison et le transfert de la voiture. Il a insisté pour que tout soit fait dans les règles, avec rigueur, parce que c'est souvent dans les détails que la responsabilité se perd. Pendant que nous attendions les premières réactions judiciaires, la campagne de discrédit adverse a redoublé d'ardeur. Une autre vidéo est apparue, retravaillée cette fois avec des commentaires montés, qui laissaient entendre que Sofia abandonnait volontairement sa vie pour mendier. Les partages explosaient, les commentaires cruels faisaient comme si décréter publiquement la faute suffisait à la priver de toute présomption de dignité. Philippe, lui, est resté calme. Il a dit « Laisse-les parler, nous avons ce qu'il faut pour raconter la chronologie, mais il faut attendre le bon moment et la bonne manière. » Daniel travaillait comme si chaque minute pouvait être décisive. Il traquait les traces numériques, remontait au compte secondaire, identifiait les petites entreprises écrans qui servaient de paravent. En dépit de son allure discrète, il avait une certitude d'arpenteur. Les flux laissent des empreintes. Il m'a expliqué, en termes simples, comment un virement répété, multidestination, finit par former un motif. On ne cherche pas toujours la grosse somme, m'a-t-il dit, en serrant les coins d'un relevé. On cherche la logique. Et la logique, avec le temps, a dessiné une route qui menait au camp d'Hector. La médiation arrangée a été planifiée minutieusement par Thomas, lieu neutre, avocatière présent et enregistrement officiel dans le respect des règles. Nous avons écrit l'invitation sans fioriture. Hector et Mariana ont accepté, comme s'ils n'avaient rien à cacher. Je sentais sous ma poitrine une tension douce amère. Enfin un lieu où la parole pouvait être confrontée aux preuves. La veille, j'ai revu Sofia. Elle était calme, ses yeux portaient la fatigue d'une longue course, mais aussi une lueur différente, la pression de quelqu'un qui commence à retrouver des outils. « Papa », m'a-t-elle dit, « si tu es avec moi, je peux le faire. » Ils ont égrené leur version, une version qui jusqu'à un certain point sonnait plausible. Nous avons aidé, nous avons voulu protéger, il y a eu des malentendus. C'était la mécanique classique, minimiser, offrir des demi-vérités. Puis, à un moment précis, Thomas a posé une question qui cherchait la concordance entre des faits identifiables et des paroles. Il a demandé « À quelle fin ont été réalisés ces transferts vers le compte de M. Guzman? Pouvez-vous le préciser ?» Il y a eu une pause, celle qui parfois annonce l'effondrement. Mariana a parlé d'abord, d'une voix qui voulait paraître légère, pour organiser les choses, pour aider, pour régler rapidement. Puis, dans un relâchement d'un mot mal pesé, elle a prononcé une phrase qui, hors du contexte feutré de la médiation, aurait pu sembler anodine. « Oui, j'ai signé certains papiers pour faciliter les choses. » C'était l'expression d'une banalité, mais le petit enregistreur convertit la banalité en preuve sonore. Daniel a regardé Thomas, le regard qui dit « on tient quelque chose ». La pièce a un instant perdu son rythme. Hector a bafouillé, cherchait un mot, et il a tenté de rétablir son récit, mais les chiffres sur les relevés, les dates et les copies de transfert dressées côte à côte faisaient désormais plus de bruit que ses paroles.
La sortie de la médiation n'a pas été un triomphe immédiat, mais elle a donné à Thomas un instrument, un extrait d'enregistrement et des copies redatées. Il a préparé la plainte et nous avons déposé les pièces au greffe avec la demande d'une audience rapide. Il a aussi demandé une mesure provisoire concernant la garde de Valentina. Pas pour ôter la responsabilité du camp adverse, nous n'avons pas voulu donner l'impression d'une chasse à l'enfant, mais pour assurer que la sécurité de la petite soit examinée par un officier compétent. Dans ces moments, j'ai senti le poids des responsabilités. Protéger sans pathologiser, agir sans humilier. C'est alors que la contre-offensive a pris un tour agressif. Des courriels anonymes ont commencé à arriver à l'adresse de Don Roberto, aux entreprises qui avaient proposé des visites pour la maison, au numéro de téléphone de témoins, des menaces voilées, des insinuations sur la moralité de Sofia, des rumeurs sur des problèmes psychologiques. Les tentatives d'intimidation avaient un but clair, épuiser les soutiens, isoler la victime. Mais chaque attaque faisait naître une réaction chez Thomas et Daniel. Documentation, copie, preuve. Nous avons commencé à cataloguer les menaces comme un élément de preuve de plus. Chaque message anonyme reçu était une pierre de plus vers la construction d'un tableau. La parution de l'article de Felipe a été un moment crucial. Il a respecté notre volonté de chronologie et de rigueur. Il a publié une longue pièce qui retraçait pas à pas les transferts, montrait les exils de la maison, citait le témoignage de Natalia et reproduisait des extraits, floutés quand il le fallait, de l'enregistrement de la médiation. Il n'a pas cherché la sensation, mais l'exactitude. L'effet a été progressif. Les partages ont augmenté, mais la conversation a changé de tonalité. Les commentaires étaient moins accusateurs et plus interrogatifs. Les acheteurs potentiels de la maison ont commencé à s'inquiéter. Un couple qui avait signé une promesse d'achat s'est retiré, invoquant risque juridique. D'autres, au téléphone, ont posé des questions précises. La peur de l'embarras public a commencé à freiner la machine de vente que Ricardo avait voulu enclencher. Hector a réagi. Il est apparu en public, souriant, tentant de jouer le rôle de l'époux inquiet et de l'homme responsable. Il a donné des interviews amicales à des radios locales. Mais quand Felipe et quelques autres journalistes ont commencé à poser des questions sur les transferts vers le compte de Ricardo, l'attitude a changé. Il n'y avait plus la même assurance. La réputation, comme je l'avais compris, est fragile. Elle vit d'un fil tissé par la crédibilité. Et quand la crédibilité se fissure, les appuis se retirent. Nous avons vécu néanmoins un épisode plus périlleux, une tentative d'entrée forcée dans la maison, la première fois que quelqu'un venu de l'autre camp a essayé de récupérer des objets sous prétexte de simple vérification. Ricardo a envoyé un homme pour examiner des papiers. Le voisinage s'en est mêlé. Daniel et Thomas ont conseillé de ne pas opposer la violence à la violence, appeler la police, faire un constat, prendre des photos. Nous avons fait exactement cela. Le procès-verbal de police ajouté au dossier a pris une valeur inattendue. Il a montré une volonté d'exercer un contrôle, la répétition d'entrées et sorties non justifiées. Petit à petit, le faisceau se resserrait. Il y a eu aussi des moments humains, simples, qui pesaient plus lourd que tout. Une après-midi, Natalia est venue apporter à Valentina un petit bonnet tricoté. Elle a dit, sans emphase, « J'ai vu beaucoup de mères, mais je n'avais jamais vu celle-ci perdre ainsi sa voix pour ses propres choix. Elle est là pourtant, elle aime son enfant. » Ce constat, livré d'une voix ordinaire, a été l'un des piliers du dossier. L'un des policiers qui a pris notre plainte a soupiré et m'a dit « Vous avez fait le bon choix en venant préparer, monsieur. Beaucoup ne savent pas quoi faire et se laissent engloutir. » Ce n'était pas un triomphe, c'était un encouragement. La route restait longue. Les audiences préliminaires se sont succédées. Les juges prennent des décisions au rythme de l'institution, pas de l'émotion. Nous avons demandé une expertise des documents avec des certificats notariaux, la blocage temporaire de toute transaction et une évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Thomas a formulé les demandes avec clarté, sans exagération. Il a rappelé que la loi ne sert pas de marteau, mais d'outil pour réguler et protéger. Nous demandons des protections, disait-il, pas la sentence finale. Les magistrats ont accepté d'ordonner certaines mesures conservatoires, notamment le blocage des comptes encore liés à des transferts suspects et l'inscription d'une remarque au registre de la propriété concernant le bien mis en vente. Rien n'était gravé pour toujours, mais la machine administrative s'était mise en mouvement. L'un des moments les plus tendus a été la convocation d'Hector pour un interrogatoire sur les transferts. Il a comparu entouré d'un avocat, le visage légèrement fatigué. Thomas a posé des questions précises, appuyées par les pièces. À un moment, la voix d'Hector s'est enrouée quand on a évoqué Valentina. Il a protesté, tenté d'expliquer, mais les dates et les virements parlaient. On sentait dans la salle que le basculement était possible. Rien n'était écrit d'avance, mais les choses commençaient à se rejoindre. Pendant tout ce temps, j'ai veillé à ce que Sofia reprenne pied. Elle a commencé une thérapie pour parler, pour nommer la violence, pour comprendre comment on en arrive à accepter des choses qui empêchent de voir sa propre liberté.
Elle a suivi des consultations régulières pour Valentina, qui a continué à grandir avec la sérénité d'un enfant qui reçoit des soins constants. Je l'ai aidée à trouver des petits boulots qui lui permettaient de gagner un peu d'argent, de reprendre contact avec son environnement social. La dignité, j'ai appris, revient par étapes. D'abord, l'accès au service, puis la marche quotidienne, ensuite la parole retrouvée. La bataille pour la maison a été longue. Ricardo et ses hommes ont essayé plusieurs stratagèmes pour conclure une vente. Ils ont usé d'avocats qui proposaient des transactions rapides, des signatures signées sous pression. Mais chaque tentative s'est heurtée au dossier solide que Thomas avait constitué. Un notaire, averti, a refusé de procéder sans confirmation de la situation juridique. Les acheteurs, excédés par l'incertitude, se sont retirés. Ce n'était pas uniquement à cause de notre action. La réalité publique, les articles et les rumeurs ont créé un climat défavorable aux affaires rapides. La réputation des participants du camp adverse a commencé à s'effriter. Puis c'est venu un moment que je n'attendais que comme hypothèse. Une perquisition judiciaire chez Ricardo. La demande émane d'un juge quand la somme de preuves devient suffisante pour justifier un examen plus large. Daniel a remis ses dossiers au juge, Thomas a rédigé les pièces, et un ordre de perquisition a été signé. La perquisition a révélé des éléments que nous soupçonnions. Contrats, reçus, photos de transactions. Certaines pièces montraient que des objets avaient été retirés de la maison à des moments précis. D'autres documents liaient des comptes à des identités que nous n'avions pas toutes directement nommées auparavant. L'instant n'était pas une condamnation, loin de là. C'était plutôt une mise en lumière de pratiques douteuses. La presse a suivi, mais toujours avec le sérieux qu'avait instauré Felipe. Les manchettes parlaient maintenant de soupçons de détournement plutôt que d'accusations gratuites. Les réseaux, qui quelques semaines plus tôt s'étaient acharnés, ont commencé à regarder la chronologie. Ce renversement n'était pas une revanche émotionnelle, c'était la conséquence d'un travail patient. Et pourtant, malgré ces signes d'avancée, nous restions prudents. La procédure peut être longue et les opposants peuvent user de ruses. Dans l'intervalle, Hector s'est mis à faire des choix étranges. Il a tenté de déléguer, de cacher sa présence, de se réfugier dans des sorties publiques qui voulaient afficher une normalité. Un soir, j'ai appris qu'il avait demandé à un ami de récupérer discrètement la voiture qui appartenait officiellement encore à Sofia. Ce soir-là, je l'ai surpris au détour d'une rue, grimé dans une conversation rapide avec Ricardo. Ils m'ont aperçu. J'ai gardé la distance. J'ai pris mentalement une photo de ce moment. 2 hommes qui se croyaient à l'abri et qui faisaient des calculs pour effacer des preuves. Ces images, tout au fond, servent à rappeler pourquoi l'on se bat, pour empêcher que la vie d'une mère soit démontée en une série de manœuvres. La lenteur des institutions nous a parfois épuisés. Il y a eu des soirs où j'ai pensé que l'énergie me manquerait. Mais alors je regardais Sofia dormir, où je voyais Valentina rire en découvrant un jouet, et je reprenais pied. Ce n'était pas une lutte menée pour la colère seule, c'était un engagement pour restituer une possibilité de vie normale. La routine simple, biberon, rendez-vous, marche dans le parc, est devenue un espace de reconstruction. Puis un tournant s'est produit lorsque l'un des témoins clés, un voisin qui avait remarqué des allées et venues inhabituelles, a accepté de témoigner officiellement. Son récit, couplé au relevé bancaire et à l'enregistrement de la médiation, a renforcé la cohérence du dossier. Quand la justice dispose de plusieurs sources convergentes, la construction d'un cas est plus solide. Thomas a demandé une audience de fond. Quand la date a été fixée, j'ai senti que nous touchions une étape importante, pas la fin, mais un passage vers une décision qui pourrait devenir plus tangible. L'audience de fond a été longue. Il y a eu exposé, confrontation, interrogatoire. Les témoins ont exprimé leur vérité avec leur maladresse humaine. Nathalie a raconté, avec la modestie de ceux qui n'ont pas l'habitude de la tribune, ce qu'elle avait vu et ce qu'elle avait ressenti. Les experts ont expliqué la manière dont les transferts bancaires, couplés à des pratiques de dissimulation, peuvent servir à détourner des biens. Rien n'a été spectaculaire, tout a été méthodique, souvent austère. Mais petit à petit, la logique a pris corps devant des juges qui posaient des questions précises. Je dois être clair, même après cette audience, personne n'a prononcé une sentence définitive. Le système judiciaire ne fonctionne pas comme un tribunal de bas-relief. Il faut des délais, des recours possibles, des temps d'enquête. Mais, à l'issue de l'audience, certaines mesures protectrices ont été maintenues. La maison est restée inscrite avec une interdiction de transaction jusqu'à nouvelle décision. Plusieurs comptes ont été gelés dans le cadre d'une procédure conservatoire. Ce n'était ni une victoire totale, ni une preuve absolue. C'était plutôt une fenêtre qui s'ouvrait pour permettre à Sofia de respirer sans la peur constante d'être dépouillée encore. En parallèle à la bataille juridique, la reconstruction de la vie quotidienne était en marche. Sofia a commencé à suivre une formation professionnelle qui lui permettrait d'être plus indépendante.
Elle s'est inscrite à des cours du soir, a revu son CV, a passé quelques entretiens. Les premiers emplois proposés étaient modestes, mais il y avait désormais un chemin que l'on traitait pas à pas. Son sourire est revenu par étapes, parfois fragile, parfois confiant. Chaque petit pas était une victoire, un contrat de travail temporaire, une inscription terminée, un rendez-vous médical réglé. La dignité ne se rend pas d'un coup, elle est reconstituée par la répétition d'actes ordinaires. La tension n'a pas disparu pour autant. Ricardo a continué de rôder, toujours à la recherche d'une faille. Une nuit, un autre message anonyme est arrivé à un témoin, un avertissement déguisé. Nous avons encore une fois catalogué et montré au juge ces tentatives d'intimidation. Chaque message devenait une échelle de plus montrant la volonté de certains de faire pression hors des canaux légaux. Le juge a ordonné des enquêtes supplémentaires. Daniel, infatigable, poursuivait ses recoupements. Au fil des mois, la situation a évolué. La réputation de Hector a pris des coups publics. Les réseaux sociaux, qui avaient contribué à l'ostracisme initial de Sofia, ont parfois joué un rôle réparateur en diffusant l'enquête de Felipe et les témoignages. Les commentaires ont changé de ton. Ce n'était pas un retournement magique, c'était un déplacement progressif de l'attention du sensationnel vers la véracité documentaire. Ce changement a aidé à isoler les instigateurs d'un système de contrôle. Les acheteurs potentiels se sont définitivement retirés et la maison a été placée sous administration judiciaire temporaire en attendant que la procédure suive son cours. Avec le temps, la figure qui m'habitait depuis le feu rouge a changé. J'ai cessé d'être seulement le père choqué au feu rouge pour devenir un coordonnateur de la défense. Chaque matin, j'avais des appels, des mails, des rendez-vous. Mais j'ai aussi appris à préserver des moments simples, des promenades au parc avec Valentina, un café pris lentement avec Sofia. Ces moments n'étaient pas des distractions, ils faisaient partie du processus de réparation. On récupère une vie avant tout en reprenant le droit aux instants quotidiens. Puis, un jour, je me suis retrouvée de nouveau au feu rouge. La ville avait la même chaleur, les mêmes klaxons persistants. Je tenais le volant, non pas comme au début, mais avec la certitude d'un homme qui avait marché une partie de la route. Devant moi, la même intersection. Mais la scène qui s'est offerte n'était plus celle que j'avais vue auparavant. À la droite du trottoir, une silhouette familiale m'a frôlé. Hector. Il n'avait plus l'allure de celui qui commande. Il avançait, accompagné de Mariana, mais cette fois leurs mains tenaient des tasses en plastique. Il mendiait. C'était une image étrange, presque surréelle. Deux adultes que je connaissais, humiliés par l'échec de leur propre manœuvre. Je n'ai pas éprouvé de joie. La vengeance, je l'ai déjà dit, n'était pas l'objectif. Ce que j'ai ressenti, plutôt, c'était un apaisement. En passant près d'eux, je n'ai pas ralenti pour les humilier. J'ai baissé la vitre et j'ai regardé Sofia sur la banquette à côté. Elle tenait Valentina contre elle, le visage apaisé. Les secondes ont défilé avec douceur. Sofia a tourné la tête vers moi et a souri, un sourire nuancé, non triomphal, mais soulagé. J'ai senti l'émotion me traverser, un calme presque étranger après des mois d'alerte. Nous avons continué de rouler. Le feu a tourné au vert. La route suivait son cours. Quelques semaines plus tard, la procédure judiciaire a continué son lent chemin. Des audiences supplémentaires ont eu lieu, des appels possibles ont été anticipés. Certains actes ont été entrepris pour solder la question des biens détournés, des restitutions partielles, des accords sur certains objets, la mise en place d'une administration provisoire pour la maison. Tout cela a nécessité du temps, du courage administratif et des compromis. Je répète la mise en garde de Thomas, rien n'est automatique en droit. Mais l'ensemble des mesures prises a permis à Sofia de se projeter autrement. Elle a signé pour un petit appartement à distance raisonnable, un lieu à elle, où Valentina pouvait grandir sans craindre les visites nocturnes des prédateurs. La reconstruction sociale a été lente, mais réelle. La famille a commencé à recevoir des visites d'anciens voisins, des personnes qui voulaient comprendre, offrir un coup de main. Certaines amitiés ont résisté, d'autres se sont effilochées. La vérité délie les mensonges, mais elle laisse parfois des cicatrices. Nous avons travaillé avec des professionnels pour aider Sofia à recoudre ses espaces. Elle a suivi du soutien psychologique, des conseils juridiques pour gérer ses droits et a accepté d'être accompagnée dans la gestion financière. Le démantèlement du réseau de contrôle s'est poursuivi. Certaines procédures ont abouti à des sanctions administratives, d'autres sont restées en investigation. Encore une fois, rien n'a été une proclamation de triomphe absolu. Une chose m'a marquée tout au long, la résilience de ma fille. Ce n'est pas qu'elle était plus forte que les autres, c'est qu'elle a accepté d'être aidée, d'apprendre à poser des limites, à refuser les faux secours. Elle a compris que la dignité ne se réclame pas comme un drapeau, mais se reconstruit dans la reprise des responsabilités, dans la gestion quotidienne. À travers ces efforts, j'ai vu se former une femme qui se réappropriait son histoire, qui disait non aux ruses et qui disait oui à l'avenir.
Nous avons aussi veillé à ce que Valentina ait un sillon stable, vaccination à jour, suivi médical, inscription à des activités pour enfants. Ces gestes, parfois humbles, sont les signes d'une reprise en main. Les petites victoires quotidiennes, accumulées, ont offert à ma fille et à ma petite-fille la base d'une reconstruction durable. Je raconte tout cela non pas pour me glorifier. J'ai fait ce que fait un père, j'ai protégé. Mais je veux aussi souligner que la victoire n'est pas toujours celle des tribunaux seuls. Elle est faite de jours calmes, de premiers salaires, de rires retrouvés. Elle est faite de gestes administratifs qui semblent arides, mais qui au final protègent des vies. La justice a été pour nous un chemin avec des étapes, et non une destination magique. Quelques mois après la phase la plus intense de la procédure, nous avons organisé une petite fête, une journée simple, où les amis, les témoins et ceux qui avaient aidé sont venus partager un repas. Don Roberto était là, Natalia aussi, ainsi que Felipe, qui nous a regardés en souriant, sans micro, simplement témoin d'une recomposition. Nous n'avons pas célébré une victoire absolue, mais un moment de paix. On a ri, on a évoqué des anecdotes, on a doucement tourné la page d'un chapitre douloureux. En fin de compte, quand je repense au feu rouge, je vois désormais la route comme une série de choix possibles. On peut freiner, piétiner l'accélérateur, tourner à droite, revenir sur ses pas. Ce jour-là, j'ai choisi d'arrêter ma voiture, de descendre sans spectacle, de parler à ma fille et de préparer un plan. La route a été longue, semée d'obstacles, mais nous sommes parvenus à créer un espace où la dignité de Sofia et la sécurité de Valentina ont pu renaître. Nous avons mis en lumière des pratiques, et cela a contribué à protéger une famille. Je ne prétends pas que l'histoire se termine ici. La vie judiciaire suit son cours, des recours peuvent exister, des réparations financières restent à discuter. Ce que je sais, c'est que la mise en mouvement des personnes, la rigueur dans la collecte des preuves, le soutien d'un avocat prudent, le travail d'un enquêteur tenace et la parole mesurée d'un journaliste ont formé un dispositif qui a permis à ma fille de retrouver une trajectoire viable. C'est sur ce socle que nous avons bâti la suite. Avant de conclure, je veux rappeler une chose essentielle. Si vous êtes dans une situation similaire, il y a des étapes concrètes. Cherchez la sécurité immédiate, rassembler des témoins, noter les transferts, préserver tout document possible, demander conseil à un avocat spécialisé et garder la parole documentée. Je dis cela non pour prescrire un modèle universel, mais pour partager ce qui, dans notre cas, a aidé. Les ressources existent, et chaque région a des associations qui peuvent accompagner les victimes de contrôle économique et de pression familiale. Si vous avez besoin d'aide, cherchez des organismes locaux. Leur rôle est d'accompagner, d'orienter et de protéger. La dernière image que je garde est de la ville au crépuscule, un soir de printemps. Je passe à l'endroit du feu rouge, je vois Sofia dans la passagère, qui tient Valentina qui somnole, la poussette sur le siège arrière. Nous roulons lentement. Les lumières de la ville scintillent comme des balises. Les klaxons sont encore là, habituels, mais leur stridulation ne commande plus mon rythme intérieur. J'ai la sensation d'avoir remis la clé d'une vie entre les mains de celle qui la mérite, ma fille. Le reste appartient aux procédures, aux décisions et au temps. Mais je sais que, quel que soit l'issue juridique finale, nous avons agi avec méthode, avec respect et avec la volonté de protéger une enfant. Si cette histoire vous a touché, si vous connaissez quelqu'un qui peut être dans une situation semblable, partagez ce témoignage. Votre voix peut atteindre quelqu'un qui hésite à parler. Et si vous avez vécu quelque chose de semblable, laissez un commentaire. Raconter aide. Et parfois, un témoignage ouvre des chemins. Merci d'avoir écouté.